Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter des histoires qui ne viennent pas cette fois-ci de Reddit. J'ai voulu changer un petit peu, je me suis dit tiens, est-ce que sur d'autres sites on n'aurait pas des histoires réelles qui pourraient être intéressantes à traiter? J'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur un site que vous connaissez probablement qui s'appelle Quora. Il y a une personne sur Quora qui a dit quelle est l'histoire la plus effrayante qui vous est arrivé ou qui est arrivé à un de vos proches. Histoire vraie évidemment. Et sous ce thread, il y avait plein de réponses. J'en ai sélectionné quelques-uns qui m'ont intéressé. Ce seront des histoires effrayantes qui sont vraies. En tout cas, on a toutes les raisons d'y croire. Personnellement, j'y crois parce que ce sont des histoires qui sont narrées d'une certaine manière. C'est pas trop gros comme des histoires qui sont fictives. C'est vraiment des histoires qu'on pourrait entendre en soi à un repas de famille ou à un repas entre amis. Tu sens que les personnes qui racontent l'histoire sont sincères et que eux-mêmes ne comprennent pas du tout ce qui s'est passé, ils ont aucune explication. On n'en aura pas non plus, évidemment, mais en tout cas, les petits frissons, le petit malaise, il sera présent. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Des fois je pose du petit contenu sympatoche qui sort un petit peu de l'horreur. Des fois j'annonce des vidéos, je demande votre avis sur des concepts. N'hésitez pas. J'espère que vous êtes prêts. On est parti pour se plonger dans ces histoires qui ne viennent non pas de Reddit, mais de Quora. Tous les prénoms que je vais citer dans ces histoires sont des prénoms qui ne sont pas les vrais de ces personnes. Parce que parfois ce sont des personnes qui viennent de l'étranger, j'ai peur aussi de les écorcher. Pas les personnes mais les prénoms. On va donc voir l'histoire de Thierry. Alors c'est pas l'histoire qui est arrivée à Thierry mais qui est arrivée à son grand-père et qui lui a été racontée par ce dernier. Thierry dit que son grand-père, à l'époque, se rendait dans la ville voisine à son village. Pour diverses raisons, il partait le matin et il revenait le soir. La ville se trouvait à une quinzaine de kilomètres de là où il vivait, les rues étaient peu éclairé, il y avait quelques champs, donc en fait il était difficile de voir son chemin quand on s'y rendait. Encore plus en soi quand on était dans la noirceur de la nuit. Ce grand-père, il avait une chance. Sa chance, c'est qu'il était relativement aisé. Mais il avait le cœur sur la main. Donc il avait aidé de nombreux villageois de la ville dans laquelle il se rendait. Une de ces personnes, c'était Gabriel. Gabriel était un fermier qui avait une grosse dette envers le grand-père de Thierry parce qu'il lui avait prêté une énorme somme d'argent pour le mariage de sa fille. Étant très respectueux, il vénérait en quelque sorte le fameux grand-père comme il se devait. Il lui avait prêté énormément d'argent, il était énormément redevable vis-à-vis de lui. Une fois, le grand-père de Thierry a changé son habitude. Plutôt que d'aller le matin dans la ville où il avait l'habitude de se rendre, il avait décidé d'y aller le soir et d'y passer la nuit. Sauf que comme je l'ai dit au début de l'histoire, quand il fait nuit, on voit très peu le chemin. Et le grand-père à ce moment-là, en fait, il avait un peu oublié ce détail. Donc, il galérait sur la route, il avait du mal à voir où il allait, il avait peur de foncer dans un champ et d'avoir un accident. En plus de ça, il pleuvait, la route était glissante et le fameux grand-père a eu un accident. Rien de grave, il sort de la voiture, il est totalement perdu, il avait jusqu'à présent ses phares de voiture qui l'aidaient un petit peu, mais là, il est totalement dans le noir et il sait pas où il doit aller. Pour lui, il va passer la nuit sur la route. Sauf que là, il a entendu une voix. Cette voix, c'était la voix de Gabriel. Le grand-père s'est retourné, il a vu que Gabriel avait une lampe de poche et Gabriel a dit au grand-père de marcher en indiquant une direction à suivre. Le grand-père commence à marcher et là, à chaque fois qu'il essaye de se retourner pour parler avec Gabriel, Gabriel lui dit « Ne te retourne pas, continue de marcher ». Tout au long du chemin, Gabriel et le grand-père de Thierry ont discuté. Le grand-père a demandé comment se portait la fille de Gabriel, ils ont discuté de choses et d'autres, rien d'anormal. En tout cas, le grand-père, respectant ce que disait Gabriel, il ne s'est pas retourné une seule fois. Au bout d'un moment, des lumières se font voir au loin. Ces lumières, c'étaient les lumières des maisons du village où vivait Gabriel. Sauf que à ce moment-là, Gabriel dit au grand-père qu'il ne pourra pas l'accompagner parce qu'il doit se rendre dans un autre endroit. Le grand-père de Thierry le salue sans se retourner et tout seul, il va donc vers les lumières. Une fois qu'il est arrivé au village, il se rend compte qu'il y a des personnes debout qui parlent entre eux. Le grand-père arrive, il salue tout le monde et il demande de quoi les gens qui sont rassemblés parlent parce qu'en plus ils ont l'air assez tristes. Sauf que quand le grand-père a appris ce dont il parlait, il s'est figé. Il s'est figé parce qu'il a appris que ce jour même, Gabriel était décédé. Avec le recul, le grand-père s'est dit qu'en fait, le fameux Gabriel n'était pas venu lui montrer le chemin par sympathie, en tout cas son fantôme. En fait, il était revenu d'entre les morts pour payer sa dette. Il est venu aider le grand-père de Thierry quand il en avait le plus besoin. Moi, je vous dis que c'est une histoire très mystérieuse et ce qui est inquiétant dans ce truc-là, c'est que tu te dis si des gens peuvent revenir d'entre les morts pour payer leurs dettes. Là, tu te dis c'est quelque chose de positif. Mais admettons, dans le sens inverse, des gens peuvent revenir pour exécuter une vengeance. Là, on rigole moins. On passe au témoignage suivant. Là, on va voir ce que nous raconte Loïc. Loïc nous dit que de base, lui, c'est quelqu'un qui ne croit pas du tout au surnaturel. Pour lui, quand des gens voyaient des fantômes, c'est juste qu'ils avaient eu des hallucinations. Leur esprit leur avait joué un tour. Il avait aucune peur
vis-à-vis de fantômes, que ce soit des apparitions positives ou négatives. Pour lui, il pouvait aller dans un cimetière à minuit tout seul et y passer la nuit sans que rien ne lui arrive et sans qu'il soit apeuré. Mais il a vécu quelque chose qui lui a fait littéralement changer d'avis. À tel point qu'il se dit que nous, on est clairement de la D et on ferait mieux de se la fermer et de rester loin des trucs un peu surnaturels. Vous voyez un petit peu le retournement d'état d'esprit. Il a donc rencontré quelqu'un à l'université, un jeune homme qui s'appelle Loïs. Il est rapidement devenu ami avec lui. Ce fameux Loïs venait d'une famille assez aisée parce que son père avait un poste à responsabilité qui faisait gagner pas mal d'argent et il avait une petite sœur. Tout ça pour dire que cette famille-là a reçu une éducation, ils connaissent l'existence du surnaturel, après ils y croient pas, peu importe, mais en tout cas si jamais il arrive quelque chose à quelqu'un de leur famille, ils ont les moyens de faire appel à des exorcistes, ils savent qu'ils peuvent contacter l'église, voilà, tout ça pour dire qu'ils sont au fait de ce qu'ils pourraient faire. Loïc avait l'habitude d'aller voir Loïs dans sa famille. D'ailleurs, il s'entendait bien avec eux, il adorait la petite sœur de Loïs, n'ayez pas d'esprit mal placé, c'était une jeune fille qui avait la joie de vivre, qui avait toujours le mot pour rire, donc elle a été très sympathique à vivre. Elle l'aimait bien parce que d'un côté, cette fameuse jeune fille lui a rappelé son petit frère. Une fois, alors qu'il allait rendre visite à Loïs et à sa famille, la jeune fille était malade. Pour aller voir un peu comment ça se passait, Loïc est allé la voir dans sa chambre, et là il a remarqué des choses étranges. Elle avait une marque sur son front comme si quelqu'un avait écrasé son mégot de cigarette sur elle. Assez curieux, il a demandé du coup à son pote ce que c'était, et son pote lui a dit que c'était quelque chose qui apparaissait tous les mois, et qui disparaissait, comme ça, sans explication. Assez curieux, Loïc a demandé une explication également aux parents de la jeune fille, et les parents de la jeune fille ont dit la même chose, sauf que eux ont remarqué quelque chose en plus. Apparemment, c'est quelque chose qui arrive à chaque fois qu'il y a une nuit où la lune n'est pas visible. Vous savez, la lune, elle a des cycles un peu, c'est la pleine lune, croissant de lune, et puis des fois on la voit pas du tout. Après la fameuse nuit où il n'y a pas de lune, la jeune fille se sent malade pendant à peu près un jour encore. En fait, tant que la marque est là, et dès que la marque disparaît, d'un coup, pouf, tout va bien. En plus de ça, tant qu'elle a la marque, elle se sent faible et elle fait des rêves étranges. Un rêve où elle voit un homme qui est flou et qui lui dit à chaque fois « Viens mon enfant, donne-moi ta main et viens avec moi. Il n'y a rien dans ce monde. » Là, Loïc, il comprend que dalle. Mais bon, il se dit que ce n'est qu'un rêve. Les parents et le frère de la jeune fille qui vous fait ses rêves se disent la même chose. Mais en fait, ça a continué. Encore et encore par cycle. Et une fois, ça a été pire que les autres. Il se trouvait qu'il y avait une fête chez l'ami et sa famille aisée, et au moment où on prenait la fête, c'était la fameuse nuit où il n'y avait pas de lune. Au moment où les invités sont partis vers 2-3 heures du matin, là la jeune fille a commencé à se sentir mal. Sa mère a essayé de la rassurer, lui dire que ça va aller, va te coucher, et d'un coup, la jeune fille, c'est comme si elle tombait dans les vapes. Ses yeux ont roulé en arrière et elle les a fermés. Pensant à un malaise, elle a été placée sur le canapé, son père et son frère sont venus pour essayer de la réveiller, mais ça ne marchait pas. La jeune fille avait ses mains ouvertes quand elle était allongée, et d'un coup elle les a fermées. C'était assez bizarre. Loïs a essayé de les ouvrir, mais c'est comme si cette jeune fille de 12 ans avait une force surnaturelle. On n'arrivait pas à ouvrir ses mains, alors que logiquement tu devrais quand même pouvoir essayer de faire quelque chose, peut-être pas l'ouvrir complètement, mais faire bouger un peu les doigts. Là c'était comme si sa main c'était devenue une main de statue, tu pouvais rien y faire. Au bout d'un moment, la main de la jeune fille s'est desserrée, et à l'intérieur tout le monde a été choqué de ce qu'ils ont vu. Il y avait pas moins de 20 traces comme si on lui avait lacéré la main avec un couteau. Et après avoir jeté un regard sur cette main lacérée, une marque a commencé à apparaître sur le front de la jeune fille. La fameuse marque qui ressemble à une trace qu'aurait laissé une cigarette. Personne n'aurait pu provoquer cette marque, elle a apparu d'elle-même. La jeune fille a été transportée dans tous les hôpitaux possibles. Je vous l'ai dit, la famille avait les moyens, donc ils pouvaient essayer d'aller voir les meilleurs docteurs. Mais les médecins, eux, ils n'ont pas considéré la chose surnaturelle, ils ont cherché vraiment quelque chose de médical par rapport à tout ça. Et le problème, c'est que les médecins, certes, ils cherchaient à voir quel était le problème, mais ils ne prenaient pas en compte le témoignage des proches de la jeune fille qui étaient là et qui avaient vu ce qui s'était passé. C'était comme si ce qu'ils disaient c'était du vent. Les médecins, ils ne trouvent rien. La famille s'est renseignée et ils ont découvert un endroit, un temple où il y avait des pratiques occultes qui étaient réalisées. À contre-cœur, ils ont décidé d'y emmener leur fille. Là-bas, ils ont consulté une sorte de prêtre, c'était pas un prêtre, mais voilà, quelqu'un qui connaissait un petit peu l'occultisme et le surnaturel. Et cet homme-là, il a un peu observé la jeune fille, il a écouté ce que les parents ont dit, et il a raconté quelque chose qui a choqué les parents. Il a dit que la jeune fille avait marché sur un objet sacré il y a 4 ans. Qu'en marchant sur cet objet, elle avait libéré un démon qui s'était accroché à elle. Et depuis, ce démon veut aspirer son âme. À chaque fois quand elle rêve d'un homme flou, cet homme flou, c'est le démon, et qu'en fait, à chaque fois qu'elle a une marque sur le front, en fait, c'est que là, le démon essaye de prendre possession de son corps. La jeune fille résiste, mais vous savez, c'est un peu comme le sport. Quand on fait quelque chose d'intense, ça nous épuise. Sauf que là, c'est puissance 1000.
tu vois, parce que c'est dans la tête. Et vu qu'en fait, elle n'arrive pas, on va dire, à libérer son esprit par rapport à ça, bah en fait, elle perd de ses forces, elle les retrouve pas. Donc au bout d'un moment, bah elle est totalement épuisée et le démon commence à avoir de l'emprise sur elle. Du coup, le spécialiste, on va l'appeler comme ça, propose de faire un exorcisme pour enlever le démon du corps de la jeune fille et dit également qu'il faudra qu'elle porte un médaillon pour que, si jamais un tel incident se produit, parce que c'était vraiment un incident lambda, eh bien, un démon ne puisse pas s'accrocher à elle. Le spécialiste dit également que la jeune fille était très forte mentalement parce qu'en fait dans ses rêves, ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas encore, bah quand le mec lui disait viens avec moi et tout, la jeune fille elle y allait pas, elle disait non. Et c'est ça en fait qui lui faisait mal, c'est de résister comme ça. Le spécialiste dit également que toute résistance venant du monde extérieur entraînait des dommages physiques bien réels, et que c'est pour ça en fait elle avait des entailles dans la main. Ce qui a provoqué ces entailles, c'est qu'en fait alors que le démon se manifestait, la famille essayait de lui ouvrir la main. Vu qu'ils étaient en train d'interférer, bah en fait le démon a provoqué ces dommages là. Voulant sauver à tout prix leur petite fille, les parents ils ont dit vas-y fais ce que tu veux. Le spécialiste a fait plein de rituels, il a resté des prières, ça ressemblait pas du tout à un exorcisme tel qu'on l'imagine avec la fille qui se tourne dans tous les sens et tout, c'était très calme. Il y avait toute la famille de la jeune fille, y compris Loïs, lui il a vu ça de ses propres yeux également, il a raconté ça à Loïc qui nous le raconte en retour, et depuis, tout va bien, la marque sur le front n'apparaît plus, la jeune fille ne parle plus de ce fameux homme flou dans ses rêves qui lui parle, il n'apparaît plus dans ses rêves, et c'est là que cette histoire se termine. Ça c'est chaud, ça c'est très chaud. Vous voyez quand je vous disais que ça ressemble vraiment à des histoires que tu pourrais entendre vraiment de la bouche de n'importe qui, de n'importe quel proche, je trouve que tu vois, genre ça, quand t'entends ça, certes, ça rentre dans du paranormal, mais c'est pas excentrique. Je trouve que ça se tient, tu vois. Je trouve que l'histoire fait très honnête. Comme les témoignages en fait de Reddit que t'as, où là il parle de rencontres avec des stalkers, ce genre de choses, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus effrayant ce type d'histoire-là que des histoires où le mec il te dit ouais mais moi j'étais là, ma couette elle a été retirée, j'ai été balancé contre le mur, tu vois. Je trouve que ça c'est plus intime, c'est plus effrayant. Ça donne beaucoup moins envie d'aller jouer dans les cimetières parce que tu vois que là c'est pas un démon qui te suit et qui va faire n'importe quoi avec toi, c'est beaucoup plus subtil. Les amis, on a fini pour ces histoires, on va se remettre dans une ambiance plus chill pour en débriefer tranquillement. Alors, vous en avez pensé quoi? Moi j'ai trouvé ces histoires assez sympas. J'en ai fait que 2 dans cette vidéo, comme ça vous en commentaire vous me dites si c'est le genre d'histoire qui vous plaît. Les histoires de Cora, c'est un peu en parallèle de Reddit. Je trouve ça cool parce que d'un côté t'as Reddit, les histoires vraies avec des personnes qui font peur, mais ça reste des personnes qui sont faites de chair et de sang. Tu vois, c'est des stalkers, des cambrioleurs, des personnes creepy. Et là c'est beaucoup plus flou. Avec les histoires de Cora, c'est plus des histoires de surnaturel, de paranormal et de mystère. Mais c'est complètement sinon le même format, des témoignages réels. C'est pas des histoires, on va dire, qu'on te raconte que tu pourrais trouver comme un peu les histoires que tu pourrais trouver par exemple dans un bouquin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'irai voir tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!